Alors je suis ici au MEDEF avec Frédéric Chevalier. Bonjour Bonsoir. Frédéric. Tu es membre de Mediaïcis depuis 2 ans maintenant. Ouais, le temps passe. Et le temps passe effectivement. Et je voulais passer un peu de temps avec toi dans le cadre de ce livre que nous allons écrire, Les médias sociaux expliqués à mon boss, de façon à ce que tu nous expliques ton expérience autour des universités d'été du MEDEF depuis 2007, je crois. Tu organises des événements où tu invites des blogueurs. On appelle des live blogging. Du live blogging, c'est encore mieux. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu, bon, beaucoup de gens savent ce que c'est les universités, d'autres savent moins. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est les universités? Alors, d'abord, l'université du MEDEF, c'est un rendez-vous annuel qui s'est tenu cette année au mois de septembre pour la 12e année consécutive. C'est le moment pour les chefs d'entreprise de se rassembler pour peut-être prendre un peu de hauteur, un peu de recul par rapport au quotidien et réfléchir autour de thématiques qui sont soit directement liées à l'entreprise, soit de thématiques de société ou de l'évolution du monde pour peut-être avoir une meilleure clé de compréhension pour organiser leur business, prendre leurs décisions, gérer les hommes au sein de l'entreprise, investir et ainsi de suite. Alors le thème de cette année, c'était l'étrangeté du monde. Mode d'emploi. Mode d'emploi, voilà. Et c'est pas Georges Perec. Non. L'étrangeté du monde mode d'emploi, oui, on est sorti, on a traversé cette période de crise avec des dérèglements, des dysfonctionnements sur le système bancaire. On est touché de plein fouet par les grandes évolutions, l'émergence à l'Est de puissances économiques majeures. Donc on a à la fois la crise financière, la crise économique, les effets de la mondialisation dont on avait eu l'occasion de discuter, mais qui sont peut-être encore plus prégnants aujourd'hui, l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles façons de faire du business. Et donc, d'une manière générale, on le voit bien dans la société française, mais les individus, comme les chefs d'entreprise, perdent un peu leurs repères, et il nous a semblé utile justement de faire un peu le point et d'essayer de développer de nouveaux repères sur ce monde en perpétuelle mutation. Alors sur surtout un sujet comme celui-là, beaucoup de journalistes et puis des blogueurs. Alors pourquoi des blogueurs? Est-ce que c'est pas incongru? En fait, l'idée c'était de porter à l'origine, de porter le débat qui s'instaure autour de l'université d'été hors les murs du MEDEF. Donc on a traditionnellement plusieurs centaines de journalistes, 350, 450, enfin c'est énorme, qui viennent couvrir l'université d'été, la presse française, la presse étrangère, audiovisuelle, presse écrite. Mais premier constat, l'essentiel de ce qui ressort en termes de production au niveau de la presse est avant tout lié à la rentrée sociale. La fin août, début septembre, c'est le moment des universités d'été. Ce sont les grandes rentrées sociales, soit pour les partis politiques, les syndicats et ainsi de suite. Et donc c'est vrai qu'on a toute une partie des journalistes présents qui sont à l'affût de la petite phrase. Cette année, c'était la visite d'Éric Woerth, évidemment, et qui ne rentrent pas forcément dans le fond du sujet ou dans le fond des thèmes que l'on aborde. Ils viennent avec leur agenda, quoi. Ils viennent avec leur agenda, ils viennent avec les préoccupations politiques du moment. Une année même, il y avait la phrase de Célière qui a dit « ce pauvre monsieur Raffarin » qui avait fait tout un buzz autour de ça, alors que ce n'était pas l'essentiel de ce qui avait été discuté à ce moment-là. La deuxième chose, et chez Mediaïcis on connaît bien ça, la presse traditionnelle, elle est descendante. C'est-à-dire qu'on a, donc là c'est pas le MEDEF qui émet, mais les différents participants. Il faut peut-être dire à ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas forcément que les gens viennent de tous horizons, de tous partis politiques, de toutes confessions, du monde de l'entreprise, du monde culturel, enfin on a vraiment du monde sportif, on a un brassage de gens différents qui réfléchissent ensemble, ce qui en fait probablement un des événements les plus riches de ce point de vue-là dans l'année. Mais on aurait donc au fond les participants qui émettent un message qui va être relayé par la presse, retransféré dans l'opinion, mais il n'y a pas véritablement de débat. Alors que les médias sociaux permettent justement d'ouvrir le débat. Alors au départ, on l'a fait avec les blogueurs en 2007. L'idée c'était ça, c'était de se dire on va inviter des blogueurs à suivre librement l'université d'été en leur facilitant la tâche, c'est-à-dire en leur mettant à disposition des connexions Wi-Fi, des espaces de travail, enfin l'équivalent de ce qu'on met à disposition pour les journalistes. On va leur laisser carte blanche
Et d'ailleurs, c'est très amusant. Bon, tu as dû voir, puisque c'est pas la première fois que tu viens. Certains vont aller comment dire, écrire sur un thème qui les intéresse particulièrement lié au débat. D'autres vont parler de l'ambiance. Les premières années, forcément, c'était la surprise de découvrir un MEDEF, j'allais dire, ouvert, sympa, où il pouvait être libre. Parce qu'en fait, je n'aurais jamais ni tenu la plume, ou le clavier, ou la souris, ni contrôlé. Cette année, on ne l'a pas fait pour des raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais chaque année, on faisait un blog commun, donc c'était le côté cross-blogging, où on ouvrait des comptes auteurs. Donc c'était le blog de l'événement, c'était pas un blog MEDEF, ils n'étaient pas logotypés MEDEF, mais c'était le blog de l'université d'été du MEDEF, et où chaque blogueur participant était auteur. Et il avait son compte auteur sans aucune modération a priori, sans sorte de comité de rédaction, on va dire non, ça on peut le mettre, ça on peut pas le mettre, ils avaient une totale liberté. Et sur 3 ans où on l'a fait, j'ai dû être amené à modérer, c'était l'année dernière, 2 articles, je crois, en tout et pour tout. Et encore, c'était plus des articles qui n'avaient rien à voir avec ni le sujet, enfin, c'était même pas décalé, qui étaient hors sujet, que des problèmes particuliers. Mais alors, sur les blogs collectifs du MEDEF, des universités d'été du MEDEF, on peut aller et critiquer Laurence Parisot, par exemple. On est ouvert à la critique. À la limite, je pense qu'on a eu un peu trop d'éloges à mon goût. J'aurais aimé avoir quelques articles critiques. Pourquoi? Parce que la critique valorise, j'allais dire, l'adhésion des autres. Mais il y a eu un choc. Il faut quand même bien comprendre dans quel contexte ça s'est fait. En 2007, on sort de la campagne présidentielle. Il y a eu, comment dire, le branle-bas de combat sur les blogs dans le débat de 2007. Et la première année, on fait venir 80 blogueurs, plutôt profil des jeunes entrepreneurs ou étudiants école de commerce en passe de devenir entrepreneurs. C'était pas voulu comme ça, mais globalement, ils étaient plutôt de droite. C'était plutôt des blogueurs qui s'étaient engagés derrière Nicolas Sarkozy. On en avait quelques-uns de gauche, mais sans plus. Bon, là, effectivement, il y a eu un effet de surprise. L'année suivante, 2008, le thème était voir en grand. On décide cette fois-ci de voir en grand, et c'est pas 80, mais c'est 205 blogueurs qu'on invite. Et là, on a choisi vraiment d'ouvrir les vannes, de diversifier. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ceux qui étaient venus, plus quelques-uns qui avaient entendu parler de l'événement, qui se sont manifestés. On a cherché aussi des blogueurs en faisant comme on fait toujours, on prend le classement Wikio, on regarde qui on a envie d'amener dans tel ou tel domaine. Et puis surtout, on a ouvert à des milieux très différents. C'est-à-dire qu'on a voulu, au niveau du panel de blogueurs choisis, reproduire ce grand maelstrom qu'on a au niveau des intervenants. Donc on a eu des blogueurs qui sont venus, alors, qui sont du monde culturel, des blogueurs qui sont de gauche, enfin, on a eu certains qui sont intéressés plus aux questions de, j'allais dire, sociétales, je crois même qui étaient plutôt branchés un peu histoire, enfin, vraiment des publics qui a priori sont éloignés du monde de l'entreprise, et a fortiori du MEDEF. Alors là, je me suis dit, on va peut-être quand même avoir quelques articles critiques. Ben non. Pourquoi? Parce que le premier choc, quand on arrive, c'est la manière dont on est traité. C'est-à-dire découvrir qu'on a vraiment accès à tout, qu'on a la liberté de circulation, qu'il n'y a personne pour dire tiens, viens faire un papier là-dessus, au contraire, non, on n'écrit pas là-dessus. Qui peuvent rencontrer les intervenants, les participants, parce que l'université d'été en 2008, c'était environ 7000 personnes. Dedans, on croise des ministres, des patrons du CAC 40 et des modestes entrepreneurs qui sont parfois, je veux dire, presque auto-entrepreneurs, en tout cas qui sont tout seuls, qui sont dans le TPE. Et tout ce petit monde-là se côtoie, s'approche facilement, discute. Je me souviens avoir écrit un post l'année dernière, quelqu'un m'avait arrêté dans le couloir et m'avait dit, parce qu'elle avait vu mon badge, elle a dit, mais c'est quoi un blogueur? C'est sûr que pour certains chefs d'entreprise, c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, ils sont habitués, il y a toujours des flèches, espace blogueur, accueil blogueur, on a ça dans le cahier. Donc, je pense que le terme est entré dans les esprits. Pour autant, si on leur demande, si on fait un sondage et qu'on leur demande ce que c'est qu'un blogueur ou ce que les blogueurs font là, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse encore répondre. Il y a une pédagogie dans l'autre sens aussi. C'est même un moyen d'ailleurs de couper la queue à l'entrée. Quand on est blogueur,
on a un coupe-fil. Bah, quand on est blogueur, on a exactement comme il y a un accueil presse, il y a un accueil blogueur qui se trouve d'ailleurs à côté de l'accueil presse. Alors pour la petite histoire, on avait séparé les choses et ça c'est un conseil que je veux donner aux personnes qui vont nous regarder ou lire, c'est de se dire, si vous mettez un ou deux blogueurs, vous pouvez les mélanger avec les journalistes, il n'y a pas trop de problème. Dès lors que vous faites quelque chose d'envergure, il y a quand même une rivalité très forte, parce que c'est deux conceptions différentes de l'information, et surtout parce que les journalistes, quelque part, ont l'impression que le blogueur vient leur manger le nez sur le dos. Leur prendre leur boulot, en fait. Donc c'est leur prendre leur boulot. Je pense, aujourd'hui, c'est certainement beaucoup plus digéré, parce qu'on a les médias ont évolué avec les rédactions en ligne et des choses comme ça, mais je pense aussi qu'au départ, il y avait la peur de perdre un petit peu de ce quatrième pouvoir qui était un peu le monopole des journalistes et qui avait tendance à penser que les blogueurs étaient des irresponsables, prêts à faire la terre brûlée, compromis le cas échéant sur des billets entre guillemets sponsorisés, des choses comme ça. Enfin bon, ça fait jamais très bon ménage. Donc mettre des blogueurs et des journalistes dans la salle de presse, c'est pas la bonne chose. Moi, ma recommandation, c'est clairement de faire le même dispositif en parallèle. Donc un badge spécifique, un accueil spécifique, une salle blogueur comme il y a une salle de presse, des moyens de communication, l'accès éventuellement à des espaces réservés, bien entendu l'accès s'il y a des espaces type conférence de presse, rencontre, club des partenaires, enfin, on peut l'appeler comme on veut, leur donner aussi cet accès pour faciliter en fait la manière dont on fait leur travail, mais tout en ayant une spécificité qu'au fond tout le monde assume très bien. Alors il y avait notamment quand j'y étais il y a quelques semaines, dans les conférences, notamment celle avec Raffarin sur l'Asie et sur la mondialisation, il y a eu beaucoup de tweets aussi. Et ça, c'est pas du blog, c'est instantané, c'est une autre façon aussi de communiquer. Ça, c'est un phénomène qui est apparu, je pense, pleinement l'année dernière, et qui était à l'origine de la raison pour laquelle on n'a pas refait de cross-blogging. Parce qu'il n'y a plus besoin, en fait. Il n'y a plus besoin, et puis quelque part, ceux qui ont le plus à échanger, du coup, le font pas directement sur cross-blogging. D'ailleurs, dans la notion même de live blogging, il y a quelque chose qu'il faudra qu'on évalue, c'est au fond quelle est la part de production immédiate. En 2007, elle était très forte. Alors, il y a un facteur important qui est de se dire, avant l'université du MEDEF était fin août. C'était les 3 derniers jours d'août, 28, 29, 30, un truc dans ce goût-là. Donc les gens étaient beaucoup plus facilement disponibles en août, passaient 3 jours à demeure, traînaient dans la salle blogueur, enfin, puis il y avait cet enthousiasme du début. Depuis, depuis l'année dernière, elle est sur les premiers jours de septembre. Alors là, on est perturbé entre ceux qui sont entrepreneurs et qui, c'est vrai, quand on a une PME, on rentre de vacances. Si on a un rendez-vous business ou aller traîner à l'université d'été du MEDEF pour faire des notes, bon, le 2 septembre, il y avait la rentrée des classes. C'est bête, mais il y a beaucoup de papas et de mamans qui essayent d'être un peu présents à ce moment-là. Donc, ils viennent, ils restent peut-être pas forcément les 3 jours comme ils auraient pu le faire auparavant. Parfois, c'est 1 ou 2 allers-retours dans la journée, mais du coup, ça laisse moins de temps à la production immédiate. Et l'année dernière, le blog collectif, d'un point de vue qualitatif, en termes de production, n'était pas très très satisfaisant. Parce que les gens, ils préfèrent bloguer chez eux aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont blogué chez eux avec du recul pour faire les notes sur leur blog, et une opération de live blogging, mais c'est sur des semaines et parfois des mois qu'on voit l'impact. Il y a vraiment un effet longue traîne. L'exemple type, c'est il y a 2 ans, je crois que la dernière note que j'ai reçue, je devais la recevoir le 14 janvier ou le 15 janvier. Le truc s'était passé en juillet. Bon, ça c'est la caricature pour faire rire, mais enfin, il faut bien penser que tout au long du mois de septembre, les blogueurs n'étant pas des professionnels, c'est pas leur métier pour la plupart, quelques-uns, mais ils sont quand même très rares. Ils ont passé 2-3 jours dans cet événement-là, il y a le week-end, ils sont un peu fatigués, ils commencent à gratter, ça traîne un peu, ils sont repris par le quotidien, puis à un moment, ils vont terminer leur note un soir ou un week-end, ils vont la poster. Parallèlement à ça, donc, il y a le phénomène Twitter, où on a vu se multiplier les tweets en temps réel. Donc ça, c'est très bien. Pour autant, je reste sur ma faim, je le dis clairement.
D'une part parce que il y a le format de Twitter qui ne permet pas non plus de faire énormément de choses, mais je pense qu'on n'utilise pas Twitter comme on devrait. Et ça, c'est collectivement, c'est-à-dire que au fond, qu'est-ce qu'on a vu? J'avais fait un agrégat avec un hashtag. On voit des phrases. Alors c'est vrai qu'on peut dire sur 3 jours. D'ailleurs, je vais sûrement les publier sur le site du MEDEF. Sur 3 jours, voilà les phrases qui ont marqué les personnes dans la salle. Alors c'est pas un sondage, c'est pas, ils sont pas tous blogueurs en plus, parce qu'on a quand même pas mal de participants. On a des fois même des intervenants. Quand NKM était là l'année dernière, elle tweetait depuis la tribune en même temps qu'elle intervenait. Mais disons qu'on a une série de petites phrases ou d'idées qui sont piochées, qui sont relayées. Pour autant, en 160 caractères, ça ne va pas forcément très loin. Et encore, on en fait un peu moins parce qu'avec le hashtag, ça réduit. Et puis surtout, Twitter devrait permettre la conversation. C'est-à-dire que quand toi, par exemple, tu as une phrase qui t'accroche et que tu la tweets, plutôt que d'avoir 15 de tes followers qui vont la retweeter parce que tu l'as tweeté en disant « Oh, c'est génial », ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là d'ailleurs. C'est bien, ça démultiplie l'audience du message. Mais il n'y a pas tellement de réponses. Ça s'est un peu passé quand même entre... Il y a eu avec Manuel Diaz, on a un peu ferraillé autour de la description de je sais plus quoi d'ailleurs, d'un mot chinois sur le copyright. Le mot copyright, c'était copier-coller, je crois, en chinois. Des histoires comme ça, ça fait bien marrer. Oui. Mais en même temps, ça lance pas. Enfin, on n'a pas encore ce réflexe d'avoir un débat, de se dire, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont là, influentes ou pas, c'est pas vraiment la question. Mais en tout cas, chacun a sa communauté, qu'elle soit micro-communauté ou grosse communauté. Et puis derrière, puisqu'on a noté, on a identifié telle ou telle phrase clé, de créer le débat. Ça, vraiment, je reste un peu sur ma faim.